nous, comme il n'y a pas beaucoup, enfin il y a 5 ou 6 personnes qui nous suivent, donc ça serait bien effectivement qu'on arrive à échanger pendant cette présentation. Euh, c'est une présentation que j'ai conçue en fait en 3 parties. La première, alors la thématique en fait, elle est axée sur la lecture des comptes, mais pour pouvoir finalement atterrir sur la lecture des comptes, je pensais qu'il était important de remonter en amont et puis d'identifier un peu le cadre conceptuel et légal en fait de la comptabilité, des principaux les principes qui régissent en fait l'établissement des comptes. On verra dans une deuxième partie les fondamentaux des notions en fait comptables. C'est les seuils qui me permettent ou pas de tenir une comptabilité, ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat. C'est là qu'on ira un petit peu plus en détail en fait sur la lecture même des comptes. Et puis on essayera en fait dans la troisième partie d'identifier quelques indicateurs pour pouvoir piloter en fait son activité. J'ai choisi quelques indicateurs pertinents en fonction des secteurs d'activité. L'objectif là n'est pas de rentrer trop dans le détail en fait des aspects fiscaux, vous verrez, ni sociaux, parce qu'on peut passer toute une journée en fait à parler de comptabilité parce qu'il y a un certain nombre de choses qui gravitent autour de la gestion d'entreprise en soi. Donc on va bien dissocier, on va plutôt finalement s'attarder sur les aspects purement comptables qui nous amènent à établir en fait les comptes annuels et avoir les principaux indicateurs pour pouvoir lire ces comptes. C'est une animation, c'est un support en fait que j'avais également utilisé pour animer le même webinaire courant le mois de mai 2020 et j'avais en fait pris un exemple, d'où est-ce que m'est venue finalement cette envie enfin, ce sujet-là en l'occurrence, ce que je disais à Audrey il y a quelque temps, c'est que ça fait 10 ans que j'exerce. Au début de mon activité, j'avais pour vocation, je reçois tous les ans mes clients pour leur présenter leurs comptes annuels. Alors depuis 10 ans, finalement, j'ai changé un peu le modèle de présentation, mais au départ, quand je leur présentais les comptes, quand finalement on a en face de soi un client qui n'a pas été finalement formé sur ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, on a beau à lui présenter des indicateurs, à la fin c'est vrai que ça reste encore un peu flou et il vous pose des questions finalement un peu basiques et vous vous rendez compte qu'il y avait effectivement un travail à faire en amont pour lui expliquer les principes finalement fondamentaux et qu'est-ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, pour qu'il arrive après à comprendre et analyser ces indicateurs et qui sont importants finalement pour lui pour piloter son activité. Alors avant de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la présentation même des comptes annuels, il est important qu'on définisse le cadre conceptuel et légal en fait de la comptabilité. Il y a effectivement un cadre conceptuel qui nous a été imposé entre guillemets par la directive service de l'Union européenne, on définira tout à l'heure. Il y a également donc ce cadre conceptuel qui a été retranscrit, on le verra dans notre législation nationale. Donc ça c'est le Code de commerce finalement qui a récupéré les directives européennes et qui les a retranscrits au niveau national. Vous avez également, donc, par ce biais-là, des principes comptables de base qui ont été énumérés par le Code de commerce, notamment dans le plan comptable général, le PCG. On essaiera d'en définir quelques-uns de ces principes fondamentaux.
Et puis, on analysera sur un schéma les principaux sources d'informations qui nous permettent finalement de produire une comptabilité et d'arriver jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la production des comptes annuels. Ok. Donc, cadre conceptuel, les principes fondamentaux d'établissement des comptes et puis quels sont les documents qui me permettent finalement de traiter une comptabilité et d'arriver finalement à produire les comptes annuels. Okay. Alors, le cadre conceptuel et légal de la comptabilité, je l'ai dit tout à l'heure, on a hérité en fait d'une directive, c'est le cadre européen, c'est la quatrième directive qui porte sur les prestations de services, qui a finalement dû être transposée dans les divers États membres et notamment en France. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que cette directive finalement a vocation à répondre aux besoins des différents utilisateurs. Il y en a trois grands finalement utilisateurs des comptes. Il y a d'abord nous, je me considère également comme un dirigeant de mon cabinet, vous également, en tant que chef d'entreprise, pour qui la comptabilité constitue donc un outil de gestion. Vous avez également l'administration fiscale qui utilise, et on le verra un peu plus tard parce que j'ai également mis deux, trois focus en matière de compta et puis de lien que ça peut avoir sur la partie fiscale, qui utilise les données comptables en fait pour asseoir l'imposition des entreprises. Ok. Et après, vous avez l'ensemble des parties prenantes, les partenaires commerciaux qui donc disposent grâce à la comptabilité des données nécessaires à maintenir ou pas des relations d'affaires. D'accord. Le cadre conceptuel, donc il y a la directive européenne et vous avez également donc la normalisation comptable française qui a été élaborée par l'ANC, l'autorité des normes comptables, qui est inscrit dans le cadre européen transposé dans le code de commerce. Je l'ai dit tout à l'heure. Code de commerce, et si on va un petit peu plus dans le détail, c'est dans le code de commerce, vous avez le plan comptable général qui constitue finalement le droit comptable commun qui tient sur 300 pages. Vous pouvez avoir aussi accès finalement à ce plan comptable. Alors, il y a deux notions. Pour ceux qui ont déjà fait des études en comptabilité, on vous a parlé de plan comptable général et on s'arrêtait plutôt sur cette notion en fait de liste de comptes. Et vous avez également le plan comptable général, c'est plutôt finalement tous les textes qui régissent finalement la tenue de la comptabilité. D'accord. Établi pour la première fois donc ce plan comptable en 47 et qui a été révisé maintes reprises. D'accord. Donc le champ d'application du plan comptable, donc quelles sont les entités qui sont tenues d'établir en fait des comptes annuels? Là aussi, c'est important de le rappeler. On a tendance à croire que dès que j'ouvre une entreprise ou une affaire, j'ai l'obligation d'avoir recours à un expert comptable et de tenir une comptabilité. Eh ben, je vais vous projeter finalement un arbre décisionnel qui vous permet de valider s'il y a l'obligation ou pas de tenir une comptabilité. Donc, les entités qui sont expressément tenues à l'obligation d'établir, parce que c'est inscrit finalement dans les textes, et puis celles qui sont finalement indirectement tenues aux dispositions du plan comptable général. Alors, le champ d'application du PCG, vous avez donc les entités qui ont une activité finalement qui réalisent des actes de commerce, donc par la forme ou par l'activité. Celles-là, quoi qu'il en soit, elles sont effectivement tenues d'établir des comptes annuels. S'il n'y a pas d'activité finalement commerciale, la deuxième question qu'on est censé se poser, c'est est-ce que nous avons l'obligation ou pas, est-ce que nous avons un commissaire aux comptes? Alors, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un expert comptable, qu'est-ce que c'est qu'un commissaire aux comptes, de façon très succincte. Un expert comptable a vocation à
établir des comptes, à conseiller le chef d'entreprise dans le choix finalement, stratégie, etc., à l'accompagner et le conseiller sur des sources d'optimisation. Voilà, il est un peu finalement le bras droit dans une relation contractuelle du chef d'entreprise. Vous avez le commissaire aux comptes, lui, par contre, qui a une obligation et une mission légale, d'accord? Donc, il est censé vérifier si l'ensemble des dispositions finalement légaux sont respectés dans l'établissement des comptes annuels, mais aussi dans l'organisation et la gestion d'entreprise. Il est là, entre guillemets, pour veiller à la bonne application finalement de la législation, qui peut prendre un certain nombre de, comment dire, de, de, de moyens, hein. C'est-à-dire qu'il a vocation autant à vérifier si l'ensemble des process en interne permettent de sécuriser les process de l'entreprise. Il a vocation à vérifier si les obligations en matière de droit social, comptable, fiscal, etc. Enfin, il intervient un peu dans tous les domaines d'activité, le commissaire aux comptes, mais dans une démarche en fait de sécurisation de l'information et de gestion d'entreprise. Il a vocation également à vous faire des recommandations, notamment en matière de contrôle interne ou autre. Donc il a une mission, lui, plutôt légale, contrairement à l'expert comptable qui, lui, a une mission finalement contractuelle. Voilà, les deux métiers sont complémentaires, mais bien différents. Donc, on a l'obligation de nommer un commissaire aux comptes quand on dépasse des seuils en matière d'activité commerciale. Ces seuils ont été révisés récemment par la loi Pacte, qui théoriquement entre en vigueur à La Réunion à partir du 1er janvier 2021 et qui a également un peu modifié le champ d'intervention des commissaires aux comptes. Vous avez dans les associations également des seuils qui sont fixés pour des sociétés de formation qui ont l'obligation de nommer un CAC qui dépasse un certain nombre de seuils et puis d'autres prérogatives qui lui est allouées. Donc, quand on a l'obligation d'avoir un CAC, on a effectivement là aussi, on est tenu d'établir des comptes annuels. Après, vous avez finalement l'aspect fiscal. Est-ce qu'on est soumis au BIC ou à l'IS? Donc, pour ceux qui ne savent pas, BIC, c'est un régime fiscal en fait bénéfices industriels et commerciaux, BIC, et IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, quand on est soumis en fait à ces deux régimes fiscaux, il y a également l'obligation de tenir des comptes. Et cette obligation peut être également prévue par les statuts de la société. Donc, quand les statuts finalement indiquent que la société ou l'entité est tenue d'établir des comptes annuels, on ne peut plus y échapper finalement. Ce sont des prérogatives imposées par les statuts de la boîte. Et s'il y a parfois effectivement des dispositions spécifiques et en fonction, donc on les applique, sinon pas de tenue de comptabilité. Alors, on a rappelé le cadre légal, on a rappelé finalement des obligations de certaines entités d'établir des comptes. Maintenant, pour établir ces comptes annuels, on est censé respecter des principes. Ces principes donc constituent les fondamentaux de notre comptabilité qui conditionnent finalement la nomenclature comptable. Alors, toutes les écritures et tous les flux finalement qui sont retranscrits en comptabilité respectent, doivent respecter ces principes que je vais vous énumérer plus tard. Vous avez également, pour ceux qui ont un expert comptable, vous verrez sur l'attestation en fait de l'expert comptable, il vous dit que les comptes reflètent la régularité, sincérité et donnent une image fidèle du patrimoine. La notion en fait de régularité, de sincérité et d'image fidèle du patrimoine est également
édictée par le Code de commerce dans son article 9. D'accord? Je vous rappelle là, finalement, effectivement, l'objectif de la comptabilité, c'est de présenter des états financiers. Dans ces états financiers, vous avez le bilan, vous avez le compte de résultat et vous avez également l'annexe des comptes annuels. Je vous présenterai tout à l'heure de quoi est-ce qu'il s'agit. Ces principes, en fait, sont importants parce qu'ils constituent les fondamentaux des documents comptables. C'est eux qui permettent d'aboutir finalement à cette notion d'image fidèle. Alors, il y en a un certain nombre de principes. Je vous en ai cité 5 dans le cadre de cette présentation parce que j'estime que ce sont ceux qui sont les plus utilisés dans les entités, les PE, les TPE, etc. Premier, c'est le principe en fait de continuité d'exploitation, permanence des méthodes, de coûts historiques, séparation des exercices et le principe de prudence. Alors, très rapidement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Principe de continuité d'exploitation, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, pour ceux qui sont en société, vous avez eu la possibilité, lorsque vous avez rédigé en fait vos statuts, de choisir une date de clôture. En France, on a effectivement la possibilité de choisir une date qui soit différente de celle du 31 décembre. Il faut juste qu'on ait un exercice qui soit de 12 mois, en l'occurrence, sauf le premier qui peut être de plus ou moins de 12 mois, en ne dépassant pas finalement 3 années, c'est-à-dire 3 années, mais 24 mois également. Okay. Principe de continuité d'exploitation vous dit quoi? De façon très simple, c'est que quand on arrête une comptabilité, on doit s'assurer que l'entité, en l'occurrence, a la possibilité de poursuivre son activité sur l'exercice suivant. Ce principe a son importance justement pendant cette période de crise. Lorsqu'on a arrêté le bilan au 31 décembre 2019, on s'est assuré que l'entité avait vocation à poursuivre son activité en 2020 et qu'il n'y avait rien qui remettait finalement en continuité d'exploitation, des difficultés financières ou autres. Pourquoi? Parce qu'on verra aussi plus tard, par rapport aux autres principes, c'est que quand on arrête un bilan, on part du principe et on étale parfois effectivement certaines dépenses, certaines choses sur les exercices à venir. Donc, si on part du principe qu'on va se projeter et étaler certaines choses, mais que la continuité elle est compromise, on est effectivement contradictoire. Donc, si le principe de continuité d'exploitation n'est pas respecté, on n'établit pas les comptes sur ce principe-là, on établit des comptes sur finalement une cessation d'activité en l'occurrence. Donc c'est là qu'on met finalement, on baisse le rideau et on respecte d'autres principes pour pouvoir établir les comptes. Okay. La permanence des méthodes, là aussi, quand vous prenez un bilan ou un compte de résultat, l'objectif étant de pouvoir comparer entre une année et l'autre les éléments. Si ces éléments ne sont pas évalués ou comptabilisés, finalement, permanence des méthodes, elle peut être liée à l'évaluation et elle peut être également liée à la valorisation. Donc, si ces deux principes-là d'évaluation et de comptabilisation ne sont pas respectés, on n'a aucun moyen de comparer les exercices d'une année sur une autre. Donc, permanence des méthodes, principe très important. Permanence de méthode, je vous donne 2-3 exemples. Dans la valorisation de votre stock, par exemple, on a 2 ou 3 méthodes de valorisation de stock. On ne peut pas s'amuser
d'une année sur une autre à changer la méthode de valorisation de stock. Vous pouvez également avoir les méthodes de valorisation des provisions des créances clients, provisions sur stock, enfin voilà, un certain nombre de méthodes de valo ou de comptabilisation. Il y a des contrats, par exemple, pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous avez des méthodes en fait de valorisation des travaux en cours. Vous avez les méthodes à l'avancement, vous avez les méthodes en fait à l'achèvement. On ne peut pas s'amuser d'une année sur une autre à changer les méthodes parce que ça nous arrange bien. Et quand c'est le cas, il faut vérifier qu'on a la possibilité de le faire. Et quand on a la possibilité de le faire, il faut le mentionner dans les états financiers, notamment en annexe, des répercussions que ça peut avoir sur les comptes pour le lecteur, qu'il sache qu'il y a eu finalement une modification. Et si on avait maintenu la même méthode que celle de l'année dernière, quel aurait été en fait l'impact sur les comptes pour qu'on arrive à avoir ce regard critique en fait et sur les comptes annuels. Ok. Troisième principe, c'est le principe du coût historique. Alors, quand on inscrit des éléments, notamment à l'actif du bilan, on l'inscrit en fait au coût historique. C'est-à-dire qu'on a là, on a parfois des écarts par rapport à ce qui se fait dans les autres États membres ou dans la nomenclature en fait anglo-saxonne. Lorsqu'on achète un immeuble, on va l'inscrire en fonction, là aussi, hein, si on l'a produit, si on l'a acheté ou on l'a eu à titre gratuit, on a un coût qu'on arrête, on l'inscrit au bilan et on n'a pas la possibilité de le changer d'une année sur une autre. C'est cette notion de coût historique. Quand on achète un véhicule, on l'a acheté à 40 000 euros, ça va être inscrit à 40 000 euros. Après, suivant le principe de prudence que je vais vous définir tout à l'heure, on va l'amortir parce qu'effectivement, il y a une perte de valeur. Mais la valeur brute d'acquisition restera la même. C'est valable pour les immeubles, c'est valable pour les terrains également, c'est valable pour un certain nombre de choses. Donc, coût historique, on ne bouge pas, c'est figé et on n'y touche pas jusqu'à ce que finalement on le sorte pour diverses raisons, cession, mise au rebut, etc., etc. Séparation des exercices, idem. Continuité d'exploitation, séparation des exercices, il peut y avoir un lien entre les deux. Séparation des exercices, c'est de se dire, j'ai un exercice qui dure 12 mois, je suis censé comptabiliser et prendre en compte l'ensemble des flux sur cet exercice, qu'il s'agit en fait de produits ou de charges, et donc m'assurer qu'à la fin de l'exercice, j'ai pris l'ensemble des produits et j'ai pris l'ensemble des charges relatifs à cet exercice-là. Je n'ai pas le droit, parce que là aussi, hein, on peut être tenté parfois en fonction du résultat de remettre sur l'exercice suivant un peu de produit pour pouvoir optimiser sa fiscalité ou autre. Non, on n'a pas le droit. Je donne un exemple, hein, un ou deux exemples pour que ça soit pratico-pratique. Une facture d'assurance, un contrat qui est souscrit finalement au mois de juin avec un exercice comptable qui se clôture au 31 décembre. Si vous avez payé un contrat du 1er juin au 31 mai 2020, vous êtes censé pouvoir le traiter en fait, donc passer la charge d'assurance pour le nombre de mois qui concerne l'exercice que vous arrêtez au 31 décembre et reporter finalement la quote-part de charge sur l'année d'après. C'est valable aussi pour les produits. Quand je suis prestataire de service, ça peut être dans les deux sens. J'ai émis une facture au 1er décembre qui concerne une prestation qui va s'étaler sur décembre, janvier, février, mars. Si j'ai facturé pour 10 000 euros au 1er décembre, je suis censé ne prendre en produit que les travaux qui ont été réalisés sur décembre pour la clôture des comptes au mois de décembre.
et après reporter finalement la quote-part de produit pour l'année d'après. Donc ça, c'est important. Ok. Séparation des exercices, donc on a vu la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes, coût historique, séparation des exercices, et puis le dernier principe qui nous colle parfois un petit peu à la peau en tant qu'expert comptable, c'est le principe de prudence. On a tendance à dire que dans notre culture, on a tendance à être un peu prudent. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire prudence? Et là aussi, parfois, ça peut avoir des écarts par rapport à d'autres nomenclatures, en fait, d'autres pays. C'est qu'en France, on considère qu'on ne prend pas en compte des produits latents, c'est-à-dire des produits à venir dans les comptes qu'on arrête. Par contre, on est censé intégrer dans nos comptes des charges qui peuvent être probantes à venir. D'accord? Donc, on est censé arrêter une comptabilité en ayant pris en compte et donc en ayant mis en charge l'ensemble des dépenses éventuellement à venir. Un exemple. Une créance client, vous avez effectivement un certain nombre de clients qui vous doivent des sous lors de la clôture des exercices. Vous êtes censé vous assurer que ces créances sont finalement recouvrables. Si ce n'est pas le cas, par prudence, si vous détectez qu'il y a finalement un conflit ou qu'un client est en difficulté parce qu'il s'est mis en redressement ou autre et qu'il y a des pertes de chances de pouvoir recouvrir cette créance-là, par prudence, on est censé effectivement l'approvisionner. Idem pour le stock, hein. Vous avez du stock qui est abîmé, vous avez du stock qui est âgé. À la clôture, on est censé prendre en compte finalement une dépréciation de ce stock-là pour ne pas se voir et pour donner aussi là une image fidèle, hein, c'est que j'intègre et j'ai à l'actif une valeur qui correspond à la réalité de mon patrimoine. Donc, le principe de prudence va dans ce sens-là. Et dans ce principe de prudence aussi qu'on passe finalement des dotations aux amortissements pour ceux qui connaissent un peu le langage en fait comptable. C'est quand on investit comment dire, quand on investit sur un bien, euh, j'ai acheté une machine, elle me coûte 100 000 euros, je n'ai pas la possibilité de mettre en charge dès l'année d'acquisition ces 100 000 euros-là, parce qu'il s'agit d'une machine finalement qui va être utilisée sur le long terme, mais cette machine, comme elle perd de la valeur d'une année sur une autre, compte tenu finalement de son utilisation, je dois l'amortir sur une durée d'utilisation prévisionnelle. Donc, je passe en charge tous les ans, finalement, en dotation aux amortissements, une quote-part liée finalement à l'utilisation de cette machine. Okay. Donc, continuité d'exploitation, permanence des méthodes, coût historique et principe de prudence. Alors, il y a également des sources finalement. Alors, comptabilité, vous avez donc là, je pense que c'est un peu technique, mais le plan comptable définit en fait un certain nombre de processus qui permettent d'établir des tableaux de synthèse que sont des comptes le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Des livres journaux qui enregistrent donc les mouvements qui affectent le patrimoine de l'entité jour par jour. Vous avez des grands livres qui récapitulent en fait des opérations compte par compte et vous avez une balance. Tous ces documents que je vous présente là, c'est nous finalement qui les tenons en fonction des documents que vous nous transmettez. Dans ces documents, donc vous avez effectivement les pièces comptables qui sont retranscrits donc dans le livre journal, qui sont déversés sur ce qu'on appelle un grand livre, qui fait un récapitulatif de l'ensemble des écritures et qui sont synthétisés après sur une balance. Et à partir de cette balance qui fait l'inventaire d'ensemble des comptes annuels, on établit le compte de résultat et le bilan. Je ne vais pas aller dans le détail, on verra après qu'est-ce que c'est qu'un bilan, qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat et qu'est-ce que c'est
que les annexes des comptes. Alors, le bilan, donc les principaux documents financiers. Un bilan, c'est un état de synthèse qui permet donc de décrire, j'ai prévu après, je le rappelle encore, de rentrer dans le détail de ces indicateurs-là, mais je présente là de façon très succincte. Un bilan, c'est un état de synthèse qui permet de décrire en termes d'emploi et de ressources la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Le bilan prend généralement la forme donc d'un tableau, comme vous le voyez là. Peut-être que voilà, un bilan, voilà, tableau, dont la partie des ressources est appelée passif, ressources, et emploi, l'actif. D'accord? Vous avez le compte de résultat qui est un document également comptable qui permet de présenter l'ensemble des produits qui sont là et l'ensemble des charges, des dépenses pour donner à la fin un résultat, donc qui peut être soit un bénéfice, soit un déficit. Ok? L'annexe, c'est ni un tableau, c'est juste finalement des informations qui permettent de compléter le bilan et le compte de résultat. L'annexe comporte en fait toutes les informations d'importance significative destinées à compléter ou à commenter celles données finalement sur ces deux tableaux. Pour des TPE, en fonction des seuils, on n'a pas forcément d'obligation d'établir également l'annexe, mais on le fait de façon, je dirais maintenant mécanique, parce que pour aller plus loin, je vous ai fait finalement deux ou trois focus. Alors, premier, c'est sur l'intérêt du système comptable. On va passer après, c'est juste, je dirais, pour marquer un petit peu finalement la différence entre la première partie qui est purement technique et la deuxième. Le focus sur l'intérêt du système comptable, dans un premier temps, c'est la comptabilité, c'est un principe de partie double qui permet de sécuriser en fait les flux. Une facture d'achat qui est censée effectivement être inscrite en achat et en contrepartie, on a soit un flux de trésorerie, soit une dette qui est créée. Vous avez le rapprochement bancaire également qui permet de faire le lien entre les relevés bancaires et les flux de trésorerie, et qui permet donc le troisième point qui est important, c'est l'enchaînement des opérations comptables qui permet donc de synthétiser les flux avec une certaine fiabilité. On avait vu également le focus numéro 2 qui concerne la connexion qu'il peut y avoir entre la comptabilité et la fiscalité. En France et dans le droit français, il y a également le droit comptable qui est en lien fort entre, qui présente finalement, pardon. En France, il y a un lien étroit entre la comptabilité et la fiscalité. Dans dans la réglementation fiscale, il y a un certain nombre de textes qui nous renvoient finalement à la comptabilité, d'accord? Un exemple, une dépense ne peut être déductible que si elle est comptabilisée. Vous voyez, une dépense ne peut être déductible fiscalement que si elle est comptabilisée. Donc, la loi fiscale établit un lien étroit finalement entre le résultat fiscal et le résultat comptable. Je vous cite là l'article 38 quater de l'annexe 3 du Code général des impôts, qui prévoit que pour la détermination de leur résultat fiscal, les entreprises doivent, sauf exception, respecter les règles en fait du plan comptable général. Okay, donc, il y a une forte imbrication entre les règles comptables et les règles fiscales. Les fondamentaux des notions comptables et financières. Alors, avant d'arriver finalement sur la présentation des comptes, là aussi, je rappelle rapidement des seuils. Vous avez en fiscalité 3
régimes. Vous avez le régime, vous avez dû entendre parler du régime micro. Vous avez le régime en fait du réel simplifié. Vous avez le régime du réel normal. Ces régimes, en fait, vous pouvez passer d'un régime à un autre et tout cela est lié à des notions de seuil, en l'occurrence. Lorsque vous êtes donc en micro, on parle en fait de franchise de base ou en micro en fonction finalement des seuils. Donc quand vous êtes dans une activité de commerce ou de fourniture de logement, lorsque votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 000 euros, vous n'avez pas d'obligation finalement de présenter des états de compte en lien aussi avec la fiscalité des liasses, et vous pouvez uniquement vous contenter de la tenue d'un livre de dépenses et de recettes et de déclarer à l'administration fiscale un chiffre d'affaires. Elle applique à ce chiffre d'affaires-là un ratio d'abattement et elle vous impose en fait sur la différence. Ok. Donc franchise micro. Je vous rappelle là également, c'est que ce sont des seuils qui sont propres en fait pour les DOM, parce qu'on fait partie en fait, parce qu'ils ont mis en place une expérimentation sur des seuils qui ont été relevés dans les départements d'outre-mer par rapport aux départements français. Donc 50 000 pour les prestataires de services et 100 000 pour les activités de commerce. Et vous avez également donc le régime simplifié d'imposition. Lorsque vous dépassez les 100 000, donc vous avez l'obligation de produire une liasse fiscale. Et lorsque vous êtes inférieur à 800 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes sur un régime simplifié d'imposition. Et après, donc quand vous dépassez les 800 000 euros, c'est un régime en fait normal. Alors, il y a des conséquences qui en découlent là en fonction du régime simplifié ou du régime normal. Les deux finalement conséquences les plus importantes, c'est en matière de TVA, régime réel normal, vous êtes censé établir en fait une déclaration de TVA tous les mois. Lorsque vous êtes au régime simplifié, vous payez des acomptes semestriels et vous régularisez à la fin de l'année finalement la TVA. Et vous avez également la production des liasses dans un régime simplifié. Cette liasse-là, elle est donc par définition simplifiée. Lorsque vous êtes sur un régime normal, vous avez un certain nombre d'informations à produire en plus. Ok. Alors, le bilan. Je vous ai rappelé tout à l'heure, vous avez dans les états comptables le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Le bilan, on a dit tout à l'heure, il se présente finalement sous une forme en fait de tableau. Alors, on va passer là et puis on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que c'est? J'ai tendance à dire que le bilan, c'est une photo instantanée du patrimoine de l'entité à la date de clôture. Le bilan, c'est une photo instantanée du patrimoine à la date de clôture. Alors, là aussi, je l'ai rappelé, le tirage de la photo est parfois long et l'image présentée alors n'existe plus parce que finalement, c'est vrai, on a une photo au 31 décembre et on est censé établir les comptes entre le mois de janvier, le mois de mars ou avril. Donc oui, certainement, ça prend un peu plus de temps, ça prend du temps, quoi qu'il en soit. On a vu, on est censé effectivement respecter un certain nombre de principes pour l'élaboration des comptes, mais quoi qu'il en soit, on est figé en fait à une date donnée. La présentation donc affiche le patrimoine en classant les biens les moins liquides au plus haut, les moins liquides donc au plus haut, à des éléments un peu plus liquides. Ok? Moins liquide, plus liquide. C'est valable aussi pour le passif, en l'occurrence. Actif, passif, on le verra tout à l'heure, la différence. L'actif représente les biens acquis. Dans les biens acquis, vous avez les immobilisations, vous avez du stock, vous avez des créances et vous avez des disponibilités. On voit bien là cette notion de liquide à moins liquide à liquide, d'accord? Dans le classement, c'est aussi classé finalement dans cet ordre-là du plus haut au plus bas.
les immobilisations, ce sont des investissements, actifs circulants et la trésorerie qui est là. Ok. L'actif, en gros, pour résumer, c'est ce que vous devez. Le passif, c'est l'actif, pardon, c'est ce que vous avez, c'est votre patrimoine actif. Et passif, c'est ce que vous devez. Vis-à-vis des associés, ce sont les capitaux propres. Vis-à-vis des partenaires, ce sont les emprunts financiers, les découverts. Et vis-à-vis des tiers, ce sont effectivement des dettes. Alors, on revient ici juste par rapport à la lecture des comptes. Donc, l'actif, on a dit liquide, moins liquide à ce qui est plus liquide. Les immobilisations qui sont là, ce sont les investissements, l'immobilisation incorporelle, corporelle et financier. Et vous avez également le stock, les créances clients et la trésorerie. Et en fait, vous avez le passif. Dans le passif, vis-à-vis des associés, c'est ces fameux capitaux propres. Donc finalement, la dette de la société vis-à-vis de ses associés représente en fait ces capitaux propres. En l'occurrence, dans les capitaux propres, vous avez le capital social, c'est ce que vous avez apporté en tant qu'associé. Vous avez le bénéfice et vous avez le report finalement des bénéfices non distribués qui représente finalement du bénéfice non distribué que vous avez choisi dans le cadre de vos assemblées de reporter en avant. Ok. Vous avez après finalement des dettes financières, vous avez des dettes d'exploitation. Les dettes financières, c'est les emprunts, et les dettes d'exploitation, ce sont effectivement les dettes vis-à-vis de vos fournisseurs. Alors, le bilan, présentation globale, donc le nom de l'entité, avec une présentation de N à N-1 avec une comparaison. Le bilan, en fait, c'est une totalisation de la valeur nette comptable d'un actif. On a vu tout à l'heure, il y avait la valeur brute, qui s'agit du coût historique, et vous avez les amortissements qui viennent finalement sur une colonne à l'actif ici. Là, vous avez les amortissements, c'est la charge, vous savez, qu'on étale sur plusieurs mois liée aux investissements qu'on réalise. Et vous avez la valeur nette, qui est la différence entre le brut et le cumul des amortissements. Donc c'est bien finalement le net qu'on totalise et qui est censé correspondre à la valeur du passif. Dans un bilan, vous avez toujours le total net actif qui est égal au total passif. Au passif, vous avez vu qu'il n'y a qu'une seule colonne. Par contre, à l'actif, vous avez effectivement sur l'exercice N, 3 colonnes, le bilan, les amortissements et les provisions et l'actif net. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre important? Au niveau de la valorisation, vous avez certains postes en fait qui sont valorisés en hors taxe et vous en avez d'autres qui sont valorisés finalement au montant TTC. Là aussi, rapidement, le stock par exemple est valorisé en hors taxe. Les créances clients sont valorisées à un montant TTC. Ok. Les investissements sont valorisés au montant hors taxe. Les dettes, pareil, les dettes fournisseurs, c'est ce que je dois en l'occurrence. Donc, ce que je dois, c'est finalement la dette TTC. Okay. Une fois qu'on a défini l'actif, le passif, vous avez le compte. Donc ici, l'actif immobilisé, on a vu, l'actif circulant, actif immobilisé corporel, incorporel financière, l'actif circulant qui correspond finalement au stock, les avancées à compte, les créances clients, les comptes de trésorerie, ok, et des comptes de régularisation qui n'ont pas forcément d'importance. Dans la valorisation d'entrée, donc si on s'attardait uniquement sur l'actif immobilisé qui correspond aux investissements, la valeur d'entrée des immos, on a vu un peu plus, tout à l'heure, si vous achetez finalement un bien, c'est à la valeur d'acquisition. Si vous récupérez un bien gratuitement, on est censé l'inscrire en fait à la valeur vénale. Par contre, si vous-même vous produisez un bien que vous allez utiliser, c'est au coût de production. Okay. Les amortissements, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la constatation des dépréciations au fil du temps. Et lorsqu'un bien, là aussi une notion importante, lorsqu'un bien ne perd pas de valeur de façon
irréductible et irréversible, on ne l'amortit pas, mais on va le provisionner. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est un terrain. Quand vous avez une voiture, vous êtes sûr, mis à part d'avoir une voiture finalement de collection, hein, mais la voiture, elle perdra de la valeur en fonction finalement de son utilisation. Par contre, un terrain, ça peut autant prendre de la valeur que en perdre. D'accord? Vous avez acheté un beau terrain, il n'y avait pas la 4 voies à côté, on avait le calme, la vue sur mer. Demain, il y a effectivement la 4 voies qui se met juste à côté. Votre terrain peut effectivement se déprécier. Ou l'inverse, hein, vous n'aviez rien autour et vous avez un CBO qui commence finalement à construire une ville à côté, ben, votre terrain prendra de la valeur. Donc, en l'occurrence, un terrain ne s'amortit pas. Par contre, un terrain peut se déprécier. Là aussi, on a vu tout à l'heure, principe de prudence, ce terrain-là, on ne va pas pouvoir finalement, s'il prend de la valeur, constater la, la valorisation. Donc on l'intègre, on le met à l'actif uniquement sur ce co-historique. Okay. Alors, l'actif circulant, on a vu l'actif immobilisé. L'actif circulant, vous avez le stock, vous avez finalement des indications sur la valorisation également du stock. Vous avez également des méthodes de valorisation, le coût unitaire moyen pondéré. Vous avez également cette notion de dépréciation des stocks qui est rappelée. Stock d'approvisionnement, de produits, de marchandises, de production en cours pour ceux qui sont en prestation de service, on a dit tout à l'heure. La valeur d'entrée, coût historique, coût d'acquisition, valeur vénale, coût de production. Et la méthode, on a dit tout à l'heure, et la dépréciation. L'actif circulant, vous avez des créances, TTC, on a dit. Alors, un point important, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Les créances clients, c'est effectivement ce que vos clients vous doivent à la fin de l'année. Il peut y avoir aussi des créances vis-à-vis de l'administration fiscale lorsque vous avez un crédit d'impôt ou vous avez effectivement une TVA, un crédit de TVA. Donc ça apparaît en fait à l'actif sur cette ligne-là. Attention par contre, si à la fin de l'année, vous avez un compte courant d'associé qui apparaît à l'actif et qui est débiteur, ce n'est pas bien. Voilà, j'irai pas plus loin, mais un compte courant est par définition censé être au passif. Vous n'avez pas le droit de prendre plus que ce que vous devez finalement, ce que la société vous doit. En l'occurrence, un compte courant débiteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris plus que ce que vous aviez droit de prendre dans la société et c'est qualifié finalement comme un abus de bien social. Les créances clients apparaissent en TTC, on l'a vu tout à l'heure, et la dépréciation des créances doivent être dûment justifiées sous peine de redressement fiscal. Alors, le passif des capitaux propres qui constituent finalement, on a dit tout à l'heure, la dette de la société vis-à-vis de ses actionnaires. Dans les capitaux propres, vous avez le capital, le réserve, les reports à nouveau et le résultat de l'exercice et un certain nombre de subventions qu'on amortit. Dans les dettes financières, donc un peu plus bas ici, vous avez les dettes financières. Dans ces dettes financières, vous pouvez avoir les emprunts, vous pouvez avoir les concours bancaires également, lorsque vous avez un découvert autorisé, et vous avez les comptes courants. Par contre, là, ceux-ci qui sont positionnés au passif, ce sont les avances en fait que vous avez fait, que vous avez le droit aussi de vous faire rémunérer sur des taux d'intérêt qui sont prévus par les textes. Les avancées à compte reçues sur commande, vis-à-vis, vous pouvez avoir également des dettes vis-à-vis des clients lorsqu'ils ont avancé des sous. Et vous avez des dettes d'exploitation, dettes fournisseurs, des dettes fiscales, sociales et des autres dettes. Une fois qu'on a présenté le bilan, donc je reviens rapidement. Tac. Une fois qu'on a présenté le bilan, vous avez également la deuxième partie
deuxième état financier, pardon, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat, je le définis moi comme le film finalement le film de l'année. Il explique en fait l'histoire entre les deux photos instantanées du patrimoine N-1 et N. Photo, on a vu, c'est le bilan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le bilan de l'année dernière et celui de cette année? Eh ben, je retrace le film finalement dans le compte de résultat. Ok? Généralement, lorsque l'entité est soumise à TVA, la présentation du compte de résultat est faite hors taxe. Lorsque je ne suis pas soumis finalement à la TVA, par définition, les flux sont retracés en TTC. Ok? Compte de résultat, donc vous avez les produits, vous avez les charges. Dans les produits, c'est vos chiffres d'affaires, il y a des subventions, il peut y avoir effectivement d'autres produits qui sont des produits calculés. On le verra tout à l'heure dans la définition de ce que c'est qu'une capacité de la capacité d'autofinancement et des produits ou des charges calculées, notamment la dotation aux amortissements étant une charge calculée qui ne donne pas lieu finalement à un décaissement. Donc, les produits d'exploitation, il y a des charges d'exploitation qui sont présentées par nature de charges, hein, et vous avez un certain nombre de résultats intermédiaires, résultats d'exploitation, le résultat financier, résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel, et vous arrivez tout au bout de votre compte de résultat au résultat net comptable qui vous permet de voir si vous avez gagné ou perdu finalement de l'argent, donc si vous avez fait un bénéfice ou un déficit. Donc le chiffre d'affaires qui est là, l'ensemble des charges d'exploitation qui sont énumérées. Donc là, on a une présentation d'un compte de résultat, j'ai envie de vous dire, qui est synthétique. Compte de résultat détaillé qui est détaillé en fait par compte hein, du plan comptable. Dans les achats de marchandises, vous avez des dépenses finalement de loyer, d'assurance, les honoraires, et des frais de déplacement, etc. Vous avez également les amortissements et les provisions en fait d'exploitation qui vous ramènent donc à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation à un résultat d'exploitation. C'est un indicateur des plus importants hein, pour savoir si l'activité est rentable ou pas. Ok, résultat d'exploitation. Résultat financier, c'est la différence entre les produits financiers et les charges financières. Produits financiers, principalement si vous faites des placements. Des charges financières, si vous avez des découvertes ou vous avez finalement un emprunt qui donne lieu à des intérêts. Donc, généralement, on a plutôt un résultat financier qui est déficitaire que l'inverse. Hein, okay. Alors, ici, si je reviens dans le compte de résultat, l'élément exceptionnel, alors, théoriquement, par définition, c'est un élément exceptionnel, donc il ne peut pas être mis dans l'exploitation. Dans ces éléments exceptionnels, vous avez deux opérations que vous pouvez rencontrer. Soit il s'agit en fait des cessions d'éléments d'actifs, donc on va les comptabiliser dans l'élément exceptionnel. Vous avez une immobilisation que vous cédez. Il ne s'agit pas d'une opération finalement courante, donc qui ne relève pas de l'exploitation, donc on la comptabilise dans les éléments exceptionnels. Et vous avez parfois effectivement aussi des régularisations d'opérations des années antérieures qu'on a là aussi tendance à retranscrire en fait dans les éléments exceptionnels. Okay. Dans le compte de résultat figurent des opérations non génératrices de flux de trésorerie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des amortissements et des provisions, qui ne donnent pas lieu en fait à un décaissement, mais qu'on comptabilise dans les comptes annuels, donc qui ont effectivement un lien, enfin qui ont un impact pardon sur le résultat de l'entité. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai fait
un déficit comptable, mais par contre, ma trésorerie, elle est positive. Ben voilà, c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre le compte de résultat comptable et cette notion de trésorerie qu'il ne faut pas confondre. Et c'était pour ça que je vous ai rappelé ici des notions en fait qui sont importantes. Quelques indicateurs donc, pour piloter son activité. Pour ceux qui ont une activité de vente, la marge brute qui est effectivement voilà, un indicateur important de savoir si je vends à perte ou pas. La marge brute, c'est la différence entre le prix de vente et le coût d'achat des marchandises vendues. L'exploitant fait une marge sur les produits vendus. En gros, hein, est-ce que je respecte ou pas les tendances sectorielles? C'est aussi très important de se comparer par rapport à ce qui se pratique hein, sur le marché. Le seuil de rentabilité, ça c'est un indicateur là aussi important lorsqu'on démarre ou lorsqu'on est finalement dans une activité, c'est de savoir quel est le niveau de chiffre d'affaires pour atteindre ce qu'on appelle un résultat en fait de zéro. Quel est le chiffre d'affaires qui me permettra de couvrir l'ensemble de mes frais fixes et à partir de ce seuil de rentabilité que je commence finalement à gagner de l'argent. Le point mort, c'est une date. Donc là, c'est des notions un peu d'analyse financière, mais voilà, comment dire, l'indicateur de seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires qui me permet d'avoir un résultat de zéro. C'est important. Le fonds de roulement, alors le fonds de roulement, c'est la partie des capitaux en fait permanents de l'entreprise, c'est-à-dire mes capitaux propres, je l'ai défini tout à l'heure, capital plus l'ensemble des réserves non distribuées et les emprunts qui ne financent pas les immobilisations et donc qui restent en fait disponibles pour les besoins d'exploitation de la société. Lorsque j'ai un fonds de roulement qui est positif, finalement, c'est que j'ai matière à pouvoir financer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement étant la différence qu'il y a de façon là aussi très synthétique en décalage qu'il peut y avoir entre l'encaissement de mes créances clients et le décaissement de mes dettes fournisseurs. Ce décalage-là peut être finalement défini comme le besoin en fonds de roulement. Quand on a une activité quand on a une activité de vente au comptant, on n'est pas censé avoir un besoin en fonds de roulement parce qu'on encaisse en fait au comptant, mais on met du temps à payer ses fournisseurs. Donc on a plutôt finalement un excédent de fonds de roulement. Par contre, à l'inverse, dans les activités où on octroie des crédits finalement aux clients qui sont plus importants que l'encours fournisseur, ben ce besoin en fonds de roulement est censé être financé par le fonds de roulement. Et la trésorerie nette, eh ben, par définition, fonds de roulement, c'est ce qui me reste entre ce que j'ai cumulé en réserve et mes emprunts par rapport aux investissements que j'ai réalisés et le besoin au fonds de roulement étant la différence entre le décalage de trésorerie entre l'encours fournisseur et l'encours client et la différence entre les deux, eh ben, c'est ce qui me reste dans ma trésorerie nette. Donc, fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement me donne ma trésorerie nette. D'accord? Une notion également qui est appréciée par ceux qui, j'ai vu qu'il y avait Monsieur Moreau qui était un ancien banquier. La CAF, en fait, c'est un indicateur qui est étudié par les banques, notamment dans les analyses en fait de dossiers de financement. La CAF, c'est votre capacité à générer en fait de la trésorerie par rapport à votre activité. Alors, la différence entre les résultats nets et la CAF, c'est qu'on retraite en fait de ce résultat comptable l'ensemble des charges qui ne donnent pas lieu à décaissement
et l'ensemble des produits qui ne donnent pas lieu à un encaissement. Et on a la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de l'entité à générer de la trésorerie. Cette CAF-là, comme je l'ai dit, hein, elle est appréciée par les banquiers pour pouvoir vous disposez ou pas de facilités ou d'autres emprunts bancaires. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis à l'écoute Je, s'il y a effectivement d'autres questions.